Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Dans l'actualité, ce lundi, la clôture de la première session ordinaire des travaux de l'Assemblée nationale. 23 textes de loi ont été adoptés, dont 7 projets de loi ordinaires, 8 projets de loi de ratification de conventions internationales et 8 autres projets de loi de ratification d'ordonnances. Vous êtes nombreux à vous plaindre des services offerts dans les administrations publiques, mais très peu saisissent les canaux officiels pour adresser leurs préoccupations. Et pourtant, l'Observatoire du service public est à votre portée. Dans ce journal, nous irons à sa rencontre. Et puis, au Togo, au moins 7 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors de manifestations à Lomé contre le pouvoir. Selon des organisations de la société civile et de défense des droits humains, elles ont attribué hier dimanche ces exactions aux éléments des forces de l'ordre ainsi qu'à des miliciens. 23 textes de loi plus tard, la première session ordinaire des travaux de l'Assemblée nationale a pris fin ce lundi 30 juin. Ce début d'année n'a pas été de tout repos pour les députés. Ce sont 7 projets de loi ordinaires, 8 projets de loi de ratification de conventions internationales et 8 autres projets de loi de ratification d'ordonnances qui ont marqué cette session. À la clôture ce matin, Adama Bictogo a exhorté les députés ivoiriens à privilégier la recherche de la paix et la sauvegarde de la cohésion au-delà des clivages politiques. Un discours tenu devant le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, invité spécial. Salif Yalekoué, Eric Kimo. Palais de l'Assemblée nationale à Abidjan-Plateau. Les membres de la Chambre basse du Parlement étaient au rendez-vous pour la clôture de la première session ordinaire des travaux au titre de l'année 2025 de l'Assemblée nationale. Une session qui n'a pas été de tout repos pour ces élus de la nation. La session qui s'achève a été intense en travaux. Ce sont au total 23 textes de loi qui ont été adoptés, dont 7 projets de loi ordinaires, 8 projets de loi de ratification de conventions internationales et 8 projets de loi de ratification d'ordonnances. L'examen et l'adoption de ces projets de loi ont donné lieu à l'organisation de 17 séances en commission et 5 séances plénières. L'examen, parmi les textes adoptés, certains, bien plus que d'autres, ont suscité un réel engouement et des interrogations en raison de leur impact direct sur différents domaines de la vie de nos populations. À quelques mois de la prochaine présidentielle qui déchaîne les passions, Adama Bictogo a engagé ses pairs à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Je nous exhorte à être, dans nos circonscriptions respectives et partout en Côte d'Ivoire, des acteurs d'un dialogue constant, d'une écoute active et apaisante pour préserver la paix et la cohésion sociale. Pour ce faire, chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien doit être un ambassadeur de la paix. Nous, parlementaires, devons être cette force motrice au service de la paix et de la cohésion sociale partout où nous sommes. Cette séance a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Isidore Mvouba, qui a salué la solide coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays. Le Premier ministre Robert Beukele-Mambé a représenté le chef de l'État Alassane Ouattara à ce rendez-vous parlementaire. Les réactions se sont multipliées à la fin de la séance. Les élus de la nation se sont prononcés sur le discours du président de l'Assemblée nationale avec un accent particulier sur l'élection du président de la République qui se tiendra le 25 octobre 2025. Je vous propose de les écouter au micro de nos reporters. C'est la paix dans le pays, c'est la stabilité de ce pays et nous en avons besoin. C'est pour cela que nous devons tous faire les efforts nécessaires pour éviter les palabres inutiles, pour éviter les situations conflictuelles inutiles. Faire confiance aux Ivoiriens, ce sont eux qui vont choisir en définitive. Laissez ceux qui ont envie de se présenter et qui méritent de se présenter et que le meilleur gagne. C'est un appel que tout le monde devrait suivre. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de cet appel et adresser non seulement aux députés, mais aussi au gouvernement et au chef de l'État pour que véritablement tout le monde soit acteur de paix. Il n'y a pas quelqu'un dans cette République qui peut refuser la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc nous, en tant que députés, nous allons jouer notre partition. Mais le premier mot revient au chef de l'État, qui doit apaiser la population. Parce qu'on ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude actuellement.
toute la population est inquiète. Parce que ce que nous avons déjà vécu, on a l'impression qu'on va revivre cela. Donc le chef de l'État devait pouvoir, dans peu de temps, il semblerait qu'il va faire un discours. Nous passons, comme dirait l'autre, avoir la fumée blanche de sa part pour que la paix véritablement soit dans la Côte d'Ivoire. Dans le chapitre de la défense, d'ici à l'an 2026, ce sont 1444 élèves gendarmes qui vont rejoindre les effectifs de la gendarmerie nationale. Ils sont prêts à servir la patrie après plusieurs mois de formation commune de base. Présentés au drapeau ce matin, ces sous-officiers stagiaires, dont 119 femmes, ont été entretenus par le commandant supérieur Alexandra Palo-Touré. Il les invite, vous allez le voir, à être engagés, disciplinés et loyaux envers la nation. Thiemé Dangé et Chac Bleu. Place d'armes de l'école de gendarmerie Abidjan-Cocody. Sur les rangs, 1444 nouvelles recrues. À gauche! Gauche! En face, pour le rituel de sortie du bois sacré de la formation commune de base, le commandant supérieur de l'institution de défense et de sécurité du pays. Une occasion mise à profit par l'officier général à la tête de la maréchaussée ivoirienne pour faire la lumière sur la radiation de 120 élèves gendarmes après avoir été testés positifs à la drogue lors de la contre-visite médicale, mettant dans la foulée en garde ceux aptes à faire leur premier pas dans le corps, 127 dès lors, renvoyés à la vie civile. De la même façon, vous avez vu partir vos camarades. Si vous faites autre chose, vous serez exclus de la gendarmerie nationale. Nous avons la sécurité de l'État de Côte d'Ivoire à assurer. Cette sécurité doit être assurée de façon digne. Ceux qui sont particulièrement compétents dans la consommation de l'alcool, vos chemins avec l'alcool doivent s'arrêter à partir du moment que vous avez été présenté devant ce drapeau. Sinon, simplement, nous allons vous demander de rejoindre les bouteilles de bière, de vin et de liqueur dans la vie civile. La gendarmerie nationale ne saurait compter en son sein des drogués et des alcooliques. Nous avons besoin d'être des hommes équilibrés en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances pour assurer convenablement notre mission. Poursuivant son adresse à coups de métaphore, le général de corps d'armée Apalo Touré édicte des consignes à ces nouveaux hommes, appelés à être une lumière pour la gendarmerie nationale, ce qui, dira-t-il, passe par la propreté au sens propre comme au figuré à l'image du blanc que tous arborent. Lorsqu'il y a une brebis galeuse, ce n'est pas la gendarmerie. C'est forcément quelqu'un qui s'est trompé de chemin et qui s'est retrouvé dans cette institution. Et comme la mer, le corps étranger est rejeté. Donc, dans votre apprentissage, soyez correct, soyez concentré, soyez discipliné, restez digne. L'indignité, ce n'est pas pour la gendarmerie. Si vous m'avez compris, la gendarmerie récompense toujours ses meilleurs hommes, ses meilleurs éléments. Vous serez forcément récompensé de par une merveilleuse progression dans votre carrière. Si vous ne m'avez pas compris, vous l'apprendrez à votre dépens. Ces consignes font leur effet. Dans leur tout premier défilé militaire, les sous-officiers stagiaires de première année expriment leur engagement à servir la République avec discipline et passion. Bien avant, la promotion qui compte en son 519 éléments féminins se disait prête pour la patrie et la loi à travers leur serment d'école. Vous êtes nombreux à vous plaindre des services offerts dans les administrations publiques, mais très peu d'entre vous saisissent les canaux officiels pour adresser leurs préoccupations. Et pourtant, l'OSEP, Observatoire du service public, est à votre portée. Cette structure créée en 2018 est chargée de recueillir vos plaintes, observations, suggestions et demandes d'informations. Cependant, qui sont ceux qui peuvent saisir l'OSEP et comment peuvent-ils formuler leurs plaintes?
Tiémé Dandje et Tanguy Konan sont allés à la recherche de réponses. Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville. À l'intérieur, des stands d'acteurs et partenaires du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, tous réunis pour la 5e édition des Journées de la Fonction publique. Sur la liste, l'OSEP, Observatoire du service public. Dans le box, le projet Millet exposé, un outil digital de communication administration de l'État usager qui aiguise des curiosités. Sur les lieux, des visiteurs reçus par les hommes de ce texte-cadre de la diaspora ivoirienne, revenus se mettre au service de l'administration publique après plusieurs années à l'international. Mettant lui-même la main à la pâte, il vend les services de son organisme, bien apprécié des hôtes du jour. Non, je ne le connaissais pas et vraiment j'ai vu que c'est une très bonne initiative. Par exemple, pour nous qui allons peut-être dans les hôpitaux, où nous sommes peut-être mal reçus ou bien il y a l'attente. Donc on nous a expliqué un peu ce qu'il y a lieu de faire. J'ai vraiment aimé l'application et surtout l'intervention aussi du directeur qui nous rassure de la sécurité de nos données personnelles. De là, cap est mis sur les locaux de la structure aux 2 plateaux 7e tranche. À l'intérieur, différents départements avec des analystes à la tâche pour remonter les préoccupations des usagers du service public en vue d'un traitement. Le premier compartiment loge l'équipe technique de conception de l'outil Millet. L'usager qui voit des dysfonctionnements dans l'administration peut venir sur notre page. Donc le lien c'est www.millet.ci. Il clique sur le menu pour soumettre vos préoccupations, cliquez ici. Une fois qu'il clique sur le menu, ok, il est soumis à remplir un formulaire. Donc le premier c'est la préoccupation de l'usager qui renseigne. Après, s'il y a les pièces jointes, alors l'usager va cliquer sur choisir un fichier et il va joindre la pièce. Ok, pour justifier ce qu'il dit dans la préoccupation. Le second abrite, lui, les bureaux des agents de collecte des données en ligne. Je peux avoir votre mail, adresse mail. Les données recueillies parviennent ici, autre compartiment où les équipes font la mise en relation avec les administrations concernées par les plaintes enregistrées et la rédaction de rapports à l'attention du gouvernement. Toutes les préoccupations des usagers qui sont collectées nous sont transmises et nos services les analysent et dressent un rapport qui est traduit en communication au Conseil des ministres. Et ce document est présenté en Conseil des ministres chaque fin de semestre. Les outils déployés répondent à divers objectifs. Manager de l'équipe à la manœuvre, le secrétaire général les décline, appelant dans la foulée les usagers à saisir son service et ne plus être des dénonciateurs de salon. C'est un organe qui s'assure que les services qui sont offerts par notre administration publique et même par des administrations privées qui ont la concession du service public offrent des services de qualité, lesquels services arrivent à satisfaire l'usager client. L'observatoire du service public, il ne faudrait pas qu'on voit ça en termes de structure punitive. C'est plutôt une structure qui aide à améliorer continuellement la qualité du service public. Donc il y a certaines administrations qui ont un peu peur quand on dit qu'on vient, l'OSEP vient, on prend des gants. Non, non, non. C'est que quand on a identifié quelque chose, ce qui est important, c'est de pouvoir résoudre le problème qui a été identifié. Et c'est ça qui est surtout important. Donc il ne faudrait pas que les gens s'enferment. Organe de recueil des plaintes, observation, suggestions et demandes d'information des citoyens, l'OSEP se donne un délai de 5 jours pour apporter une réponse aux plaintes et aux préoccupations des usagers clients. La structure sous tutelle de la ministre d'État Anne Ouloto a reçu en 2021 le prix d'excellence de l'administration publique moderne, la plus innovante. Preuve de l'excellence, au cœur de son ambition, une meilleure qualité des services offerts aux usagers. Et voilà une information qui devrait plaire aux diplômés en quête de stage. La 3e phase du programme Stage d'immersion a été lancée ce lundi 30 juin. Entièrement gratuit, ce dispositif ambitieux vise à offrir aux jeunes Ivoiriens non seulement des vacances constructives, mais aussi des opportunités concrètes d'expérience professionnelle. Le lancement s'est tenu au plateau, au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Les précisions de Nadia Idja et Joseph Zekret. Dès ce lundi 30 juin 2025 et cela jusqu'au 29 juillet, les élèves et étudiants dont l'âge varie entre 15 et 30 ans peuvent postuler au programme spécial Stage d'immersion, initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse,
de l'insertion professionnelle et du service civique. Un programme qui va toucher 50 000 bénéficiaires cette année. Pour tous les élèves du secondaire, ce stage va constituer une première découverte des métiers et ce sera un moment clé pour affiner les choix d'orientation. En ce qui concerne ceux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ce sera l'occasion d'approfondir également les compétences pratiques et vraiment de se conforter aux réalités du secteur de leur activité. Qu'ils soient issus de l'enseignement technique, de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, les jeunes respectant les critères ont été invités à postuler via le site internet de l'Agence Emploi Jeunes, ainsi que dans l'ensemble des préfectures et sous-préfectures sur tout le territoire national. Lancer un appel à tous les jeunes, élèves, étudiants, à prendre d'assaut les guichets emploi, les préfectures, sous-préfectures ou les démembrements des différents ministères sectoriels pour s'inscrire. Le processus est totalement gratuit, il n'est pas payant, donc il n'y a rien à payer. Il est totalement transparent puisque après donc, les inscriptions, il y a un comité de sélection qui va se mettre en place avec l'appui des préfets, sous-préfets, mais des ministères sectoriels pour arrêter la liste définitive des jeunes qui auront été retenus pour l'année 2025. Le déploiement des stages se fera en 2 cohortes. La première est prévue pour le 1er août et la seconde débutera le 1er septembre. La durée du stage d'immersion est d'1 mois. Chaque participant retenu recevra un pécule de 45 000 francs CFA. Le mouvement des petites et moyennes entreprises, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, a organisé hier dimanche au Sofitel, Abidjan Hôtel Ivoire, la toute première édition du Forum des PME, placée sous le thème évocateur « Bâtir hier, prospérer aujourd'hui, innover demain ». Cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration des 45 années d'engagement du mouvement en faveur du développement de l'entrepreneuriat national. Faltia Koulibaly, Tanguy Konan. Bâtir hier, prospérer aujourd'hui, innover demain. Tel est le thème qui a porté la première édition du Forum des PME. L'événement a rassemblé plus de 2000 participants, dont des chefs d'entreprise, des décideurs publics et des partenaires techniques et financiers. Ce forum s'inscrit dans la dynamique de transformation et de compétitivité du tissu entrepreneurial ivoirien. Ce thème-là est venu à la suite de la commémoration du 45e anniversaire de l'existence de notre fêtière. Donc il était important pour nous de s'imprégner de l'héritage que nous a laissé notre père fondateur, de nous actuellement qui sommes à la gouvernance de notre association, quel sera notre impact et de comment est-ce qu'on va préparer le futur. Donc on a voulu, c'est un voyage à travers le temps, hier, aujourd'hui et demain. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, quant à lui, a mis en lumière le rôle stratégique des PME dans l'économie nationale. Le secteur des PME représente plus de 90% du tissu économique formel, employant environ 23% de la population active, mobilisant 12% de l'investissement national et contribue à hauteur de 20% au PIB. Notre pays est aujourd'hui la 9e économie d'Afrique, la 3e d'Afrique francophone et la 2e en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Le gouvernement poursuit ses efforts pour une croissance plus inclusive et durable, avec une forte implication du secteur privé. Cette première édition du Forum des PME marque un tournant décisif dans la valorisation de l'entrepreneuriat ivoirien. Elle ouvre la voie à un dialogue renforcé entre secteur public et secteur privé en vue de bâtir un environnement plus favorable à la croissance des petites et moyennes entreprises. En 4 mois de la présidentielle, Jean-Louis Billon réitère son ambition de la remporter et en sait diriger le pays à partir d'octobre prochain. Lors d'une tournée récente dans le Nord-Est, l'homme d'affaires et cadre du PDCI-RDA a demandé aux populations de Bouna et de Nassian de lui accorder leur parrainage ainsi que leur voix à l'élection présidentielle. Le récit de Nadia Eja. C'est à Bouna, ville située dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, que démarre la tournée du candidat Jean-Louis Billon. Face aux populations venues en grand nombre dans la salle du foyer des jeunes de la ville, il a exposé son programme de gouvernance tout en invitant les électeurs à lui accorder leur parrainage. Je suis le premier parmi tous les candidats à arriver jusqu'ici. Parce que je sais que vous allez vous souvenir de moi. J'ai entendu vos préoccupations, j'ai entendu vos attentes et je suis venu voir par moi-même. Dites-vous que vous n'êtes pas oubliés. Si j'ai tenu à venir jusqu'ici, c'est pour ne pas vous oublier. Et vous dire que moi, Jean-Louis Billon, je vais me faire élire pour vous grâce à vous.
après Bouna, Kapemi sur Nation. Là également, le membre du PDCI RDA s'est présenté comme le choix idéal, alors que le président de son parti ne figure pas sur la liste électorale. Même dans mon parti, je leur dis, bon, le président ne peut pas être candidat. Moi, je suis là et je vais gagner. On dit, on ne veut pas de plan B ici. On est dans le plan A déjà. Le plan A, c'est le plan ado. On va passer au plan B. Le plan B, c'est Billon. Le député PDCI de Dabakala et ex-ministre du Commerce, faut-il le souligner, entend collecter au terme de sa descente sur le terrain 1000 signatures. Ce, en prélude au parrainage citoyen qui démarre ce 1er juillet. Après 12 mois de travaux, la première aile du tout premier musée archéologique de Côte d'Ivoire a enfin ouvert ses portes ce lundi à Saint-Grobo-à-Ouati, fruit d'un partenariat avec le consul fédéral suisse dans le pays. Ce musée met en avant le patrimoine ancestral de la Côte d'Ivoire, avec des objets issus notamment des fouilles de notaires, comme nous le montrent Moussa Nikiema et Fulgence Kissiedou. La Côte d'Ivoire a désormais son tout premier musée archéologique. La première aile, inaugurée à Saint-Grobo-à-Ouati, est accueillie avec joie par la région de l'Agné-Bikiassa. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous célébrons l'aboutissement d'un rêve partagé par beaucoup d'entre nous, celui de créer un espace dédié à la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine archéologique national. Ce musée représente une avancée considérable pour notre communauté, pour notre région et pour notre pays, en offrant un lieu unique pour explorer et comprendre notre histoire commune. Ce musée manifeste la volonté du gouvernement à préserver le patrimoine historique du pays. Ce musée sera un lieu de mémoire vivant qui préservera ces histoires et surtout les rendra accessibles à toutes les générations, ici, en Côte d'Ivoire et au-delà naturellement aussi. Cette collaboration sera renforcée par l'accord sur le transfert des biens culturels que Madame la ministre Remarque et moi-même avons signé tout à l'heure. Je souhaite que ce centre d'archéologie et cette nouvelle zone de découverte, de vie et de détente permettent aux étudiantes et aux étudiants, aux élèves, aux visiteurs, à la communauté scientifique d'appréhender l'histoire de leur pays et d'en conserver, restaurer et valoriser les différentes facettes au cours du temps. À Saint-Grobo, nous célébrons donc aujourd'hui une victoire de la mémoire, une consécration de la science. Ce musée, il faut le noter, est la première étape d'un projet plus vaste, la création d'un centre national d'archéologie qui positionnera notre pays comme une référence sur le continent dans ce domaine, un des pionniers au sein de la sous-région. Le fonds muséal est constitué des vestiges issus de fouilles des régions de la Côte d'Ivoire et principalement des vestiges exhumés lors des fouilles préventives menées à Saint-Grobo-à-Ouati entre 2018 et 2023. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Togo, les répressions de manifestations contre le pouvoir ont fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés. Les organisations de la société civile et de défense des droits humains ont attribué hier dimanche ces exactions aux éléments des forces de l'ordre, mais aussi à des miliciens, comme nous le montre Pierre Dipomela. 7 corps repêchés dans des cours d'eau de Lomé, la capitale togolaise, des dizaines de blessés et plus d'une soixantaine de personnes interpellées. C'est le décompte fait par les organisations de la société civile et de défense des droits humains après les manifestations antigouvernementales ces derniers jours au Togo. Le drame a pris une dimension encore plus inhumaine avec l'annonce de la découverte de corps sans vie, dont des enfants. Une fois encore, la terre du Togo s'est abreuvée du sang innocent, celui de nos enfants, une fois de trop. Des éléments des forces de l'ordre et de sécurité censés assurer la protection des personnes et la préservation de l'ordre public, en complicité avec des nervis, des sinistres individus sans foi ni loi, à la solde du pouvoir, ont laissé libre cours à une répression sauvage, brutale et meurtrière, plutôt que d'agir en professionnels du maintien de l'ordre public. Les 5 et 6 juin, des manifestants, majoritairement jeunes,
étaient descendus dans la rue et une cinquantaine d'arrestations avaient été signalées par les autorités. Des pneus et des barricades de bois ont été brûlés dans certaines rues de la capitale où de nombreux commerces étaient restés fermés. Les manifestants protestaient contre des arrestations de voies critiques, la hausse du prix de l'électricité ou encore la réforme constitutionnelle qui permet à Faure Gnassingbé, 59 ans, de consolider son pouvoir. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Demain mardi, c'est Mélina Makissi qui se recommande de votre journal. Quant à moi, on se dit à très vite. Passez une excellente soirée sur NCI.